Salut Cédric Beau et bienvenue dans l'actu Chine de la semaine. Alors aujourd'hui on va parler de la crise économique, de Formule 1 et des médias qui ont oublié de nous transmettre une petite news. Alors avant toute chose, merci à tous pour vos partages et pour vos réactions sur le premier épisode de la semaine dernière. Faut continuer à partager et à réagir. C'est vraiment important parce que on a vraiment un impact, on l'a vu, ça plaît aux gens et ils ont des vraies informations du terrain. Donc ça c'est vraiment top. Donc je sais que vous pouvez m'aider à ça. Et la semaine dernière vous avez réussi, on a passé je crois que c'était en 24 heures, on a déjà passé les 1000 vues. Et donc bah voilà, en même temps qu'on attaque les infos de la semaine, laissez un petit like, partagez sur vos réseaux. Je compte sur vous. On va attaquer tout de suite les 3 infos de la semaine. Alors première news qui nous vient d'un abonné sur Instagram qui m'a dit que pour la saison 2022, il y avait un pilote chinois engagé en F1 en tant que titulaire, Zhou Guanyu. Alors il me parle d'une valise de 30 millions d'euros et possiblement de contrats de sponsoring intéressants avec par exemple PetroChina qui est vraiment une grosse société. Et donc voilà, j'ai entendu dire aussi qu'il y avait Fred Vasseur, team manager de son côté, qui confirmait ça. Et que l'écurie, elle avait reçu énormément d'appels de sponsoring, d'ailleurs plus d'appels de sponsoring qu'en 25 ans d'existence de l'équipe, quoi. Donc ici, on a un truc intéressant. J'aime bien étudier les infos, moi en regardant ce qui se passe, comment ça se passe et pourquoi est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose. En fait, les faits, le contexte et puis la tendance. Et là, tout de suite, il y a un truc qui tilte, tu vois. Si voir des Chinois dans un sport où d'habitude ils sont pas représentés, ça me semble être quelque chose qui est a priori bien, cette histoire de valise de 30 millions d'euros, ça m'inquiète un peu. Alors du coup, moi, comme j'aime pas trop parler des trucs que je maîtrise pas, et que j'ai pas envie de prendre la propagande occidentale, ni la propagande chinoise d'ailleurs, j'ai préféré poser la question à quelqu'un qui pour moi a une certaine expertise dans le domaine. C'est un ami français en Thaïlande, Théo, qui est dans le milieu et qui a piloté en F3. Il est au quotidien avec des gens qui sont proches des champions du monde de F1. Donc voilà, pour son CV vite fait, maintenant, sa réaction. Quand t'as un mec qui est vraiment mauvais au niveau du pilotage, tellement mauvais que son père est obligé de payer 35 millions de dollars ou 75 ou 80 millions de dollars pour lui acheter le siège en Formule 1, alors qu'il y a plein de jeunes qui ont gagné le championnat, ça fait des années qu'ils prouvent leur valeur, et qui voilà, sous leur nez, la place en Formule 1 partir. Il n'y a pas que lui, il y en a 3 ou 4 en Formule 1 à l'heure actuelle qui ont acheté leur siège. Pour moi, c'est pas ma vision de la course, c'est pas la vision de la Formule 1 que j'ai. La Formule 1, pour moi, c'est du mérite. T'arrives parce que t'as été bon, t'arrives pas parce que papa a été plus riche que les autres, quoi. Donc mon avis, il va faire comme le japonais qui est là, il est là parce qu'il y a un contrat. Il y a un contrat avec la Chine pour représenter la Chine, ok, super, donc il est là pour le contrat, il va faire ses 2 ans comme il est prévu, mais au bout des 2 ans, on n'entendra plus parler. Sauf que ces 2 ans où il aurait pu avoir un pilote intéressant et qu'à la place, ils ont mis un fils de riche. Ce qui est marrant, c'est qu'on nous dit, mais non, il a été choisi pour son talent. S'il avait été choisi pour son talent, son père, il n'avait pas 30 millions d'euros à aligner sur la table, c'était les sponsors qui s'occupaient de payer pour les courses, tout ça. Donc non, tu peux pas dire, j'ai acheté ma place, mais j'y suis quand même grâce au mérite. Ben non, si tu étais grâce au mérite, t'aurais pas eu besoin d'acheter ta place. Moi, les mecs qui arrivent, qui ont trop d'argent, qui réussissent pas parce qu'ils ont du talent, mais parce qu'ils ont de l'argent, j'ai connu ça toute ma vie au karting, je l'ai vu, j'en ai souffert parce que c'est injuste et personnellement, j'accepte pas ça comme étant de la course automobile et comme étant juste. Là, le mec, il arrive, il y a 3 pilotes en Formule 2, ça fait 2 ans qu'ils gagnent tout, qu'ils méritent de passer en Formule 1. Les mecs, mais ils sont 3 fois au-dessus de lui en termes de niveau, quoi. Ils sont vraiment à des années-lumière et ils ont 5-6 ans de moins. Et non, c'est lui qui passe, et eux, ils passent à la trappe. Tout le rêve, c'est que... On leur avait dit, oui, vous allez signer, puis finalement, ouais, mais lui, il a 30 millions, donc au final, voilà, quoi, j'aime pas. Donc voilà, une news sur laquelle à la base j'avais un a priori plutôt positif. On voit clairement un gros coup médiatique de la part de la Chine, ou en tout cas, voilà, pas forcément de la part de la Chine directement, mais probablement pour la Chine, en tout cas au profit de la Chine. Donc il y a clairement un côté positif, c'est sûr, pour la promotion de ce sport dans l'empire du milieu. On sait qu'on va voir beaucoup de gens qui vont se mettre à la F1 du coup, mais cette histoire d'acheter sa place, c'est pas top top. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Allez, actu suivante. L'actu suivante, c'est Evergrande. Evergrande, le groupe Honda Titre, donc groupe chinois immobilier, qui, voilà, ce qui se passe actuellement, c'est pas top top au niveau des constructions, des livraisons d'appartements, des dettes à rembourser, etc. Le problème, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Evergrande, ils ont supposé que la société, elle continuerait à croître comme elle avait une croissance, tout simplement, qui était très intéressante avant le Covid. Mais
ils n'étaient pas sur des bases saines. Ils investissaient un petit peu déjà les bénéfices futurs pour construire au jour le jour. Le problème, c'est que ça fait un petit peu Ponzi, j'ai envie de dire. C'est pas forcément un Ponzi, mais en tout cas, c'est pas une très bonne gestion. Et quand on a quelque chose qui n'est pas basé sur une bonne gestion, et qu'on a un catalyseur au final qui arrive, qui est le Covid. Tu vois, le Covid, c'est pas le responsable des dettes en Europe, c'est pas le responsable des dettes aux États-Unis, c'est pas le responsable des problèmes d'Evergrande. C'est un catalyseur. La gestion des fonds, tout simplement, aux États-Unis, en Europe ou en Chine, au final, on a beaucoup de problèmes qui sont mis en valeur, qui sont exacerbés, qui sont accélérés avec le Covid. Donc là, on a la même chose au final. Ce problème de dette, ce problème de gestion trop optimiste peut-être, il a été mis en valeur par le Covid et du coup, ça sonne pas bon. Et c'est pas terrible. C'est pas terrible, tu vois, souvent, comme je le disais tout à l'heure, je regarde ce qui est bien, les effets positifs, les effets négatifs. Là, on n'a pas vraiment d'effet positif là-dessus. Alors, on a de la chance, entre guillemets, que la Chine, pour gérer sa stabilité, tout simplement, prenne un petit peu la main sur Evergrande. Et puis, essaye de gérer un petit peu dans les coulisses pour que ça se gère mieux, tout simplement, que ça ne devienne pas une crise économique au final. Et on voit d'ailleurs que c'est pas trop critiqué non plus par l'étranger, à la fois parce que c'est plutôt bien géré, entre guillemets, mais aussi parce que la peur, ça serait pas très positif pour la Chine et ça serait pas très positif pour le monde entier, en fait. Si on arrivait à une espèce de crise des subprimes. Là, on a des dettes de Evergrande qui arrivent à maturation, en janvier et en juillet 2022. Ça risque de taper l'économie mondiale. Et ça sonne pas bon. Ça sonne pas bon de refaire ce qu'on a fait déjà il y a quelques années, une crise comme ça basée sur des projets immobiliers, etc., des investissements immobiliers, les subprimes et compagnie. C'est quelque chose qu'il faut surveiller de près et ça sonne pas bon. Ça sonne pas bon pour tout le système financier, mais au niveau mondial. Donc c'est mieux de mettre en fait tout ça sur la faute du Covid. Et ça ne m'étonnerait pas d'ailleurs que, ça engage que moi, c'est une opinion, mais ça ne m'étonnerait pas que dans les mois et années à venir, la crise, ça soit une crise économique basée sur le Covid, c'est la faute du Covid, etc. Et qui vont pas dire, c'est quelque chose qui va être basé sur le système qui fondamentalement n'était pas bon et était voué tout simplement à s'échouer et à se casser la figure au bout d'un moment. Et que le Covid, c'est comme je le disais tout à l'heure, d'ailleurs, c'est qu'un catalyseur qui fait qu'accélérer les choses. Donc on va dire plutôt que ça sera une dette Covid. Mais quoi qu'il en soit, je pense que Evergrande, ici, c'est quelque chose qu'il faut surveiller de près en ce début 2022. Donc les news, c'est encore des défauts de paiement. C'est des bâtiments qui ont dû être détruits aussi. Il y aurait 37 immeubles, je crois, qui ont été détruits du côté de Hainan. Et ça, c'est pas super positif, quoi. Ça en met une claque dans l'image encore de la société qui essaye de sortir un petit peu la tête de l'eau. Et il faut vraiment surveiller effectivement les dettes en dollars qui arrivent à maturation, notamment celle de janvier. On va surveiller tout ça, on en parlera dans les prochains épisodes, mais ça sent pas très bon tout ça. Encore une fois, côté positif, c'est plutôt bien géré du côté chinois, mais ça pourrait être un catalyseur supplémentaire, pas cette fois-ci du coup pour parler du Covid, mais pour la crise économique. Comme on le voit aussi en France, beaucoup de choses en fait sont retardées. On repousse un petit peu cette catastrophe, entre guillemets. Je veux pas être non plus très, très pessimiste, mais quand on voit par exemple toutes les aides qui ont été données aux entreprises, aux personnes, etc., c'est souvent des prêts, et des prêts qui vont arriver aussi à maturation, probablement en 2022-2023, et on va avoir beaucoup de faillites d'entreprises, de personnes qui vont être mises à la rue, et puis cette fameuse crise économique, et cette inflation qui en plus vient se rajouter à tout ça actuellement. Je ne vais pas vous parler de l'import-export, qui est mon métier principal, mais on le voit, 2022, ça s'annonce pas bien, ça commence pas bien, les délais de livraison, les délais de transport maritime, le transit maritime, et les prix des conteneurs aussi, ça va pas dans le bon sens. La tendance est pas bonne. Donc au bout d'un moment, il faut que ça pète, il faut que ça se répercute sur le client final, il faut que ça se répercute bien sûr les taxes, sur les coûts des produits, sur les matières premières, etc. Donc voilà, petite news, pas très positive du côté de Evergrande et de ce qui nous arrive dessus au niveau économique. Allez, news suivante. Alors, c'est pas tant une news, mais c'est plutôt une absence de news qui m'a fait un petit peu sourire. J'aime bien regarder les gros titres des gros journaux. Par exemple, en France, je regarde des trucs comme Le Monde. Voilà, pour n'en citer qu'un, on va tous les citer, mais... Et dans Le Monde, je recherche tout simplement Chine. Et le 23 décembre est parlé du retour de bâton pour la Lituanie qui avait ouvert un bureau de représentation de Taïwan à Vilnius. Un petit peu comme si c'était une ambassade de Taïwan, la première ambassade de Taïwan qui serait en Europe. Et le titre de l'article, c'était intéressant, c'était que la Chine, elle faisait la guerre à la Lituanie
et à l'Union européenne. Déjà, le titre ne collait pas à la suite de l'article, parce que dans l'article, il disait que la Chine, au final, elle disait qu'il n'y a pas de menace concrète pour le personnel diplomatique en Chine, que, voilà, au final, c'est que des choses qu'on a l'habitude de voir. La Chine, on sait que si on fait des relations commerciales avec Taïwan, c'est comme ça depuis des dizaines d'années, ils vont couper les relations commerciales avec vous. Si on a des relations politiques avec Taïwan, ils vont aussi couper les relations politiques et commerciales avec vous. C'est, au final, c'est quelque chose qu'on connaît. Il y a 160 pays, peut-être un petit peu plus maintenant, qui ont validé ça avec la Chine et qui ont dit, on reconnaît la Chine, il n'y a qu'une seule Chine, et Taïwan est une province de Chine. Les pays, officiellement, la France, sa vision, c'est ça, il n'y a qu'une seule Chine. La Lituanie, c'est pareil. Les États-Unis, c'est pareil. Mais parfois, on a des tensions qui sont très médiatisées, d'ailleurs, il faudrait comprendre pourquoi, et qui vont un petit peu dans le sens contraire de tout ça. Enfin bon, voilà. Donc déjà, les sanctions et ce qui allait arriver, on le savait. Sur les réseaux sociaux, les Chinois, comme beaucoup de Français d'ailleurs, semblaient dire que la Lituanie, elle avait agi sous l'influence des États-Unis. À vrai dire, j'en sais pas plus. L'ingérence des États-Unis au sein de l'Union européenne, ça s'est déjà vu plus d'une fois, mais rien ne prouve que c'était le cas cette fois-ci. C'est pas vraiment le problème d'ailleurs, en fait. Ce qui m'a le plus surpris dans cette news, c'est que là, le 5 janvier, on a eu une annonce du président lituanien. Et il est revenu sur son discours un petit peu et il a admis en fait avoir fait une erreur. Il a admis en tout cas que son gouvernement avait fait une erreur en ouvrant ce bureau de représentation. Surtout avec le nom de bureau de représentation qui fait sous-entendre justement qu'il y aurait deux Chines et que c'est un petit peu comme une ambassade en opposition directe avec les positions officielles de la Lituanie, de l'Union européenne, etc. Et ça n'a pas fait les gros titres. C'est-à-dire qu'en fait, on se retrouve dans une situation encore malsaine, où les médias l'emportent sur la loi, où le politique l'emporte sur les traités internationaux, où on est sur une manipulation des masses pour leur montrer une Chine qui cherche la guerre, alors qu'en fait leur réaction de la Chine a été complètement prévisible, et ils annoncent même très clairement à quoi il faut s'attendre dans chaque cas de figure, toi. Et on voit la même chose que pour le Covid, où les opinions l'emportent sur la science, et où on est d'ailleurs aussi dans une situation malsaine. Ma vision, c'est pour l'impact économique qui va arriver, tu vois, les prêts aux entreprises, la crise économique dont on parlait tout à l'heure. Si on ne maintient pas la pression sur le Covid, ça sera difficile de mettre tout ça sur le dos du Covid quand ça va nous tomber dessus, tu vois. Donc on comprend, en fait, on a l'impression que le Covid, il est là pour justifier une politique. Il n'est pas là comme quelque chose, une maladie qui est analysée de manière scientifique. Et c'est triste, et on retrouve là la même chose encore une fois. Les news, les journalistes, ils font ce qu'ils font habituellement, ils nous sortent des trucs très négatifs en grande pompe, qui sont peut-être même faux, et le petit rectificatif derrière, quelques jours, ou là en tout cas 2 semaines plus tard, même pas, dans un petit encart en page 32, tu vois, on connaît. Enfin, là, il n'y a même pas de petit rectificatif. En fait, il n'y a rien qui a été publié. Je n'ai pas vu d'article dans la liste des articles sur la Chine dans Le Monde, quoi. Il n'y a pas le petit truc pour désescalader l'animosité qu'on aurait créée, tu vois, au niveau du peuple, envers un pays, envers une personne, envers quelque chose, tu vois. Et comme d'habitude, en fait, c'est même pas le problème de reconnaître s'il y a une ou deux Chines, si Taïwan c'est un pays ou pas. C'est de faire des choix clairs et de les assumer jusqu'au bout. Là, par exemple, on voit qu'au final, on a une querelle entre le président lituanien et son propre gouvernement. Ils sont pas d'accord entre eux. Et on se retrouve encore dans une situation malsaine, comme pour la gestion de la crise Covid, où t'en as un qui va nous dire oui des masques, t'en as un autre qui va nous dire non, pas de masques, un qui va nous dire oui des vaccins, l'autre pas de vaccin, oui un passeport vaccinal, non pas de passeport vaccinal. Et on a toujours une dissonance au final au niveau de ce qu'on entend. On n'a pas d'opinion, on n'a pas de message clair sur ce qu'il faut faire et comment est-ce qu'il faut se positionner. On n'a que des situations malsaines où on nous met dans une position qui est désagréable, où on va être contre quelqu'un, contre l'un ou contre l'autre, ou contre nous-mêmes en fait en tant que citoyen, contre notre voisin, contre notre parent, etc. Tu vois. Alors je sais pas, c'est peut-être un choix, le choix de mettre toujours plus de pression, de toujours exacerber les tensions, et que ce qui est visé au final c'est une guerre froide, une guerre sur le long terme au niveau de l'information, mais j'aime pas ça. Parce que le dindon de la farce au final dans toute cette histoire, c'est le peuple, c'est vous, c'est moi, pour toutes les thématiques pour lesquelles on n'a pas le temps d'aller approfondir le truc et de chercher toutes les infos et tous les sons de cloche, quoi. Et donc là, on se retrouve encore une fois avec la moitié des informations. Et au final, c'est pas si clair que ça. C'est pas si le gouvernement lituanien, il est pas tellement pro-Taïwan non plus. Et il est pas non plus complètement, tu vois, pour ce bureau de représentation. Et enfin bon, voilà, on se retrouve dans une situation où on nous l'a annoncé comme ça dans les médias. En tant que, voilà, maintenant, Taïwan s'est reconnu comme pays par la Lituanie, etc. Il y a des vraies relations qui vont se faire. Et
Et derrière, en fait, non, ça suit pas, quoi. Ça suit pas. Il y a eu qu'un seul truc qui s'est passé et qui a fait rire un petit peu, c'était, il y a eu de la marchandise lituanienne qui a été bloquée en Chine, du rhum, qui a été racheté du coup par Taïwan, comme pour narguer un petit peu la Chine, tu vois, c'est encore un petit peu malsain, mais pourquoi pas, c'est rigolo. Et derrière, cette société qui a racheté ça, elle suppliait un petit peu les Taïwanais d'acheter du rhum maintenant, pour que ce coup géopolitique ne soit pas non plus un coup où on se tire dans le pied au niveau économique, tu vois, pour que ça soit un coup de pub en fait pour cette société au final. Enfin voilà, c'est malsain, encore une fois, c'est malsain les news. Et c'est rigolo aussi de voir que quand on ne donne pas l'information, c'est aussi de l'information en soi. On peut voir un petit peu ce qu'ils sont en train de nous préparer derrière au niveau géopolitique, et c'est pas très optimiste non plus. Donc 3 news pas top, desquelles on peut retirer bien évidemment des éléments positifs, mais voilà, réagissez, dites-moi ce que vous en pensez, et puis on continue la discussion dans les commentaires. Alors, j'en profite d'ailleurs, au niveau des commentaires, j'ai eu une réaction la dernière fois de YY Boomer qui me disait qu'en Chine, en dehors d'une minorité de chanceux qui possèdent un VPN et ayant cette démarche intellectuelle d'aller s'informer, que tous étaient un peu abreuvés d'un storytelling basé sur une grosse distorsion de la réalité. Et j'ai envie de dire oui, 3 fois oui, en Chine, c'est pareil. Et l'excuse du VPN, elle n'est pas vraiment vraie en fait. Quand tu regardes le nombre de Chinois sur Insta, c'est impressionnant. Les VPN, c'est accessible en Chine et j'en avais déjà fait une vidéo. Et là où tu mets vraiment le doigt sur le problème, c'est comme pour la France. C'est la démarche intellectuelle d'aller s'informer, d'aller écouter la vision de la personne en face. Et malheureusement, en Chine ou en France, en Russie ou aux États-Unis, on est tous mangés à la même sauce. Et c'est à des gens comme vous et moi de changer tout ça, de rappeler à nos proches que l'information peut et est manipulée, peu importe le pays. Et c'est justement pour ça que j'ai besoin que vous partagez cette émission. Donc je compte sur vous et à la semaine prochaine.